on va changer de sujet pour aborder, parler de Poutine. Ah oui. Je sais que vous divisez beaucoup sur ce sujet. Alors selon vous, Poutine fait partie intégrante du système mondialiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je vous donne un exemple. La City de Londres, qui est le premier centre de la mafia planétaire, a des citoyens d'honneur. Vous saviez ça, qu'il y a des citoyens d'honneur? Oui, non. George Bush, alors je ne sais plus si c'est le père ou le fils, citoyen d'honneur de la City de Londres. Ah ben, vous avez aussi Vladimir Poutine. Pour quelqu'un qui est rebelle au système, bon. Mais, blague à part, c'est un élément, mais il y a une chose d'abord. Vous avez l'Union soviétique qui s'est cassée la figure. Officiellement, donc c'est décembre 1991, la mutation officiellement, enfin 1989, 90, 91. Comment se fait-il que ce système, qui a duré à peu près 70 ans, qui s'est cassé la figure en tournant des années 90, les mêmes gens qui étaient au pouvoir dans le cas de l'Union soviétique, ce sont les mêmes qu'on retrouve au lendemain de la chute de l'Union soviétique. Imaginez l'Allemagne nazie qui en 1945 s'écroule, et tous les dirigeants nazis, tous les Heydrich, enfin Heydrich il manque un, tous les Goebbels et compagnie, on les retrouve, peut-être pas les chefs, mais en tout cas les seconds et les sous-seconds, on les retrouve dans les autres partis, la CDU, le SPD, la CSU, etc. On dit attendez, mais il faut dire qu'il faut être franc. Il y a eu quand même certains nazis qu'on a retrouvés voilà, et en Allemagne. Mais vraiment, disons que les nazis qui occupaient des postes élevés, on ne les a pas retrouvés, sauf exception, je pense que c'est quand même l'exception de Hallstein, président de la Commission européenne de l'époque, qui était quand même un ancien nazi. Il ne faut pas oublier ça, mais ça, bon, le système recycle. Et il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme. Donc tous les apparatchiks du système de l'Union soviétique, on les retrouve sous d'autres étiquettes politiques dans la Russie de la Lycéenne et jusqu'à aujourd'hui avec Poutine. Il y a le fait que Poutine ait lancé fin 2011 l'Union eurasienne supranationale. Il a bien dit, hein, c'est sur RIA Novosti que j'avais lu ça. Bon, bah, supranational, il aurait dit, là j'avoue que j'aurais été un peu, même beaucoup chamboulé, en tout cas, oui, s'il avait dit une création d'une union entre États conservant leur souveraineté. Je dis, ah oui, là c'est très bien, non, là supranational, comme l'Union européenne, où il dit d'ailleurs que l'Union eurasienne ferait le pont entre l'Europe, l'Union européenne et le bloc asiatique, je ne sais plus comment il prend, l'Asie-Pacifique, je crois que c'est l'expression qu'il utilise. Voilà, il n'empêche que Poutine va dire des choses justes, mais ça reste supranational. Et puis, vous savez, regardez les gens qui l'entourent. L'oligarchie qui entoure Poutine. Avec quelle origine? Ben, la même qu'on trouve à la City de Londres ou à Wall Street, originaire des rives du Jourdain. Vous avez des rivalités entre ces gens. Vous savez, le monde juif est farci de rivalités terribles. Et en fait, c'est la faction juive russe qui s'oppose à la faction juive anglaise, qui elle-même est liée à la faction juive américaine. Dans la répartition du gâteau, c'est ça le truc. C'est un partage du gâteau, et l'affaire de la Syrie, où Poutine s'est opposé, il s'est opposé parce qu'il y a la faction occidentale qui veut manger une part du gâteau que lui veut conserver, entre autres avec la Syrie et la base militaire russe de Tartous. Bon. Il faut suivre pas les élections, mais les Jeux Olympiques à Sochi, puisque je rappelle que durant l'été 2013, le patron des services secrets saoudiens, le prince Bandar, a eu une discussion de plusieurs heures houleuses avec Poutine pour lui demander de lâcher prise sur la Syrie, et en échange, il lui promettait des Jeux Olympiques à Sochi qui se passeraient bien. Et que les Tchétchènes, c'était lui qui les dirigeait. Les deux attentats qui ont eu lieu à Volgograd, le prince Bandar, à mon avis, ne doit pas être très loin dans cette histoire. Et ce sont des rivalités. Vous savez, je pense toujours à Al Capone, avec les rivalités avec l'alcool, la prohibition. Vous avez des groupes qui se partageaient un marché, se tapaient dessus. C'est pas parce que l'un recevait des coups qu'il était le gentil que celui qui donnait les coups était le méchant. C'était un fort qui tapait sur le plus faible. Bon,
et répartition des activités pour la prohibition. Il y en a un qui voulait un marché plus important, un secteur plus important, et donc boum, ils tapaient. Voilà, ben là c'est la prohibition, ils se tapent entre eux. Donc, et puis il n'y a pas de gentil méchant, hein. Il y a un fort qui a raison. Comment expliquer l'attrait qu'ont de plus en plus de patriotes à l'égard de Poutine et de la Russie? Alors il y a d'abord une réaction humaine qui est tout à fait naturelle, qui est que dans notre chute, on a l'instinct de survie qui cherche désespérément un dirigeant, un chef d'État qui en impose, qui donne l'impression, et plus que l'impression même, de vouloir changer de cap. Et évidemment, que ce soit François Hollande avant Sarkozy, c'est un désespéré, ou Chirac, bon, ne parlons pas, ou Mitterrand, qui sont tous des apparatchiks du système, qui ont vendu le pays. Donc c'est une réaction normale. Bon, mais ce n'est pas parce que l'apparence est bonne que le fond l'est. Je jamais oublier ça. Et les gens, malheureusement, ne voient souvent que les apparences. Et puis ne jamais oublier une chose. Et ça, c'est le problème des gens déchristianisés, c'est que la révolution de 1917, la révolution bolchevique, est une révolution d'essence satanique. Et la Russie ne peut réellement se relever que lorsque cette marque de 1917 aura été détruite, comme l'a demandé la Sainte Vierge à Fatima en 1917, la consécration de la Russie à son cœur immaculé, qui est le contrepoison pour effacer la marque satanique. Tant que la Russie n'a pas effacé cette marque, tous les dirigeants qui viendront ne sont pas bons. Comme pour la France en 89 avec le Sacré-Cœur, c'est la même histoire. C'est comme la confession. La confession pour une personne, c'est être en harmonie avec Dieu et on doit se confesser. Même quand on peut dire des choses justes, on peut faire des choses justes, tant qu'on ne s'est pas confessé, on n'est plus ami avec Dieu, entre guillemets. Et bien c'est pareil pour les États. Tant qu'il n'y a pas eu la confession, c'est-à-dire la disparition d'une marque, d'un baptême, parce que 1917 c'est un baptême satanique comme 89 pour la France, tant que ça n'a pas été effacé par une consécration, qui est l'antidote, tous les chefs d'État qui succèdent ne peuvent pas être bons. Ils peuvent dire des choses justes, ils peuvent faire des choses justes, mais l'essence à la base est fausse. Et ça, ce concept-là est complètement ignoré, incompris et ridiculisé par les 9 dizaines de personnes qui ont un esprit javelisé par le rationalisme. Voilà. Donc je sais que ce que je dis est incompréhensible, sauf quelques-uns qui ont gardé un esprit classique, structuré, vieille France. Et je sais qu'il y a des rabbins qui me comprennent tout à fait quand je dis ça. Mais ils ne sont pas dans le bon camp pour moi.